La saison NBA arrive bientôt, plus que 2 jours à attendre, 2 soirs, puis ce sera le début des hostilités. La pré-saison s'est terminée en fin de saison dernière, en fin de semaine dernière et Shai, on s'est dit qu'on allait faire quand même un petit bilan, en tout cas des choses qu'on a pu retenir de cette pré-saison. On a vu toutes les équipes à l'œuvre, on a vu plusieurs joueurs, même si on a vu moins de stars que d'habitude. Je ne sais pas si tu as eu aussi ce sentiment. Ouais. On les voit de moins en moins, d'où la question peut-être de Joe Mazzulla à un moment, à quoi sert la pré-saison? C'est vrai que les franchises prennent ça un peu moins au sérieux, font de plus en plus jouer des jeunes, hein, arrivent en pré-saison avec des effectifs de 22-23 joueurs et font essentiellement jouer des jeunes. Enfin bref, Shai, qu'est-ce que tu as retenu de cette pré-saison? Est-ce qu'il y a un premier point que tu veux mettre en avant? Il y a pas mal de choses, mais je vais peut-être me concentrer sur ce que j'ai vu, parce qu'on n'a pas vu forcément tous les soirs toutes les équipes. Moi, je suis ressorti de la pré-saison avec une très bonne impression de Cade Cunningham. Alors, la saison dernière aussi, hein, on était ressorti de cette saison en se disant ça y est, les Pistons sont lancés. Cunningham a franchi le cap pour être un All-Star et pour être peut-être le moteur d'une équipe qui joue les playoffs. Là, j'ai vraiment bien aimé sa pré-saison. En fait, j'ai trouvé dans la continuité de ce qu'il faisait l'année dernière, très agressif sur les drives. Il m'a l'air vraiment prêt pour passer peut-être encore un autre cap. Je trouve qu'il a l'air de contrôler le tempo. Alors évidemment qu'il faut relativiser parce que c'est de la pré-saison, mais je l'ai trouvé, voilà, les changements de vitesse, le jeu sur pick and roll, enfin je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bon, avec toujours une attention décuplée maintenant de la part des défenses adverses, et je trouve que c'est très intéressant pour les Pistons. Si les autres autour se mettent au diapason comme ils l'ont fait pendant une bonne partie de la saison dernière, Cunningham va vraiment grimper dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de la ligue, et les Pistons vont peut-être réussir le défi qui est jamais simple de confirmer, de continuer à progresser, parce que maintenant il n'y a plus l'effet de surprise. Comme je dis à chaque fois, c'est vraiment la saison la plus compliquée, c'est celle après l'éclosion d'une équipe, et pas grand monde s'attendait à ce que les Pistons, après la catastrophique saison précédente, soit aussi bon, et même que Cunningham explose dans ces proportions-là. Et je pense que ça peut continuer. J'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu de lui en pré-saison, et même globalement des Pistons, avec un peu de responsabilisation supplémentaire pour Ozar Thompson, par exemple, des choses comme ça. Il y aura la blessure de Jaden Ivey à prendre en compte, mais Cunningham, je le sens bien branché dans les bonnes dispositions pour continuer de progresser. Ouais, Cunningham, pareil, je suis d'accord, c'était un des points à noter, je pense, de la pré-saison. Il est 2e meilleur marqueur de la pré-saison avec 23 points. Bon, alors il y a que 2 matchs. Les pourcentages sont intéressants, 64% au tir, 50% à 3 points, 90% au lancer en seulement 19 minutes. Est-ce que tu sais qui est le meilleur marqueur de la pré-saison en nombre de points par match? Non, je sais pas. C'est l'un de tes gars, Ah bon? c'est Brice Ah, Sensabo. Sensabo, bien sûr. Bah oui. Exactement, qui est le meilleur marqueur, de la pré-saison. À la moyenne Alors, de points, ouais. C'est un peu spécial parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'ils ont pas mis à jour, que la NBA a pas mis à jour complètement parce qu'ils ont pris que les 2 matchs de Sensabo où il a Ouais. scoré, c'est-à-dire 24 et 26 points, mais il avait aussi fait 16 et 12, donc c'est pas tout à fait vrai. Donc voilà, je suis allé regarder sur NBA.com au moment où je t'ai posé la question pour voir qui était le Ouais. numéro 1, et quand j'ai cliqué sur Sensabo, je viens de voir qu'en fait, il a joué 4 matchs et qu'NBA.com en a retenu que 2. Donc voilà, cette stat que je viens de vous donner est fausse. Voilà, sachez-le. Je viens de vous donner une stat fausse. Mais oui, Cade Cunningham, intéressant. Je fais tatillon. Je trouve que Cade Cunningham, il n'a pas énormément progressé entre la saison d'avant et celle qu'il Mmh. vient de faire l'an dernier. Par contre, comme les Pistons ont commencé à gagner des matchs, tout le monde a vu Cade Cunningham tout soudainement différemment, mais il avait déjà été bon. Et bien sûr qu'il a progressé, mais il était déjà bon en fait, Cade Cunningham. Sauf qu'il était blessé et les Pistons ne gagnaient pas. Et c'est là, ce que je fais ça, je suis un peu provocateur, c'est de dire, bah, c'est fou comment d'un coup on change de perception sur un joueur juste parce que son équipe gagne. Mais en réalité, c'était déjà un bon joueur, Cade Cunningham. Après, il comprend de mieux en mieux. Il y a quand même une progression, hein. Mais il n'a pas non plus passé un cap extraordinairement spectaculaire, Cade Cunningham, entre sa 2e et sa 3e saison NBA. Alors, ouais, effectivement, mais par contre, justement, le fait, quand tu es le franchise player, quand tu es le centre d'attention principal, celui qu'on attend, la première option dans le jeu, tout ça, parfois c'est dans des trucs imperceptibles qui sont peut-être pas de l'ordre statistique, mais la façon d'être un bon leader dans le jeu, un leader en dehors du terrain, le fait qu'il ait réussi à les emmener aussi loin, en soi, je pense qu'il y a eu des progrès. Peut-être ils sont plus difficilement quantifiables, mais
Mais Je pense que c'est vraiment cette année peut-être qu'on va voir, tu vois. Mais oui, ouais, ok, oui, on n'est pas passé d'un joueur de ah ouais, lui, c'est vraiment joué au basket comme ça, tu vois. On savait qu'il était bon, mais on savait qu'il était dans une spirale de lose aussi, tu vois, avec les autres, ben, blessé. pour moi, la différence, c'est que d'un coup, en fait, à un moment, il jouait que avec des jeunes. Il y avait que des jeunes dans cette équipe des Pistons. Puis d'une année sur l'autre, il y a eu Tobias Harris, Ouais, les Malik Bisley, Beasley, ouais. Dennis Schroeder, Tim Hardaway Jr., des mecs qui savent jouer au basket, en fait. C'est la différence avec les jeunes qui ont absolument aucune expérience, qui ont peut-être du talent, des skills, mais qui ne savent pas comment organiser, qui ne savent pas jouer le basket organisé. Donc, Kate Cunningham, bah, il a poussé son équipe vers le haut. Oui, oui, un petit peu, forcément, mais aussi, simplement, et tu te retrouves à jouer avec des meilleurs joueurs, tu as plus d'espace, tu es plus efficace, tu peux marquer plus de points. Forcément, tu fais plus de passes décisives. Il y a des mecs qui mettent plus de shoot. Quand tu lâches la balle à Malik Beasley, c'est pas la même chose que si tu lâches la balle à Kylian Hayes dans le corner. Hein. Pour moi, ça me semble très évident. Mais tu vois, ce gars-là, un exemple, la saison d'avant, hein, la saison juste avant, il est à 23 points, 7 passes de moyenne. On aurait déjà dû le considérer comme un mec qui est très fort, qui a un potentiel franchise player. T'imagines, à 22 ans, tu es à 23 points, 7 passes de moyenne. Et d'un coup, tu passes à 26-9, donc il y a une progression, mais progression parce qu'il y a aussi plus de talent autour de toi. Et d'un coup, tu es perçu comme un mec qui finit 7e du vote pour le MVP. Voilà, c'est juste la vérité. Je dis pas que je dis là que je suis en train de prêcher la bonne parole. Ce que je dis a certainement des limites, mais à mon avis, il y a quand même un juste milieu entre Kate Cunningham est devenue une superstar et ah bah non, d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que peut-être ce gars-là avait du talent. Cette saison, je pense qu'on va voir parce que là, pareil, là, il y a, que je l'ai redit, l'effet de surprise est plus là et ça le concerne aussi. Ouais, Il va être vraiment, il était déjà sur les plans des adversaires, là, il va vraiment être encore plus ciblé. Donc, bien sûr. s'ils arrivent à confirmer que lui, il arrive à garder ce niveau de All-Star, qu'il est dans un top 10 MVP, ce serait déjà, serait beau. Là, ouais, il y aura plus trop de doute, je pense. On saura que c'est un des très, 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 très bons joueurs de NBA. C'est clair. Bah, moi, je vais passer sur un joueur qui est un très, 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 très bon joueur et c'est marrant parce que Kate Cunningham est ultra remonté dans le classement The Ringer, là, leur top 100 des meilleurs Ouais. joueurs. Je me souviens plus, mais je crois qu'il est dans le top 10 ou tout. Mhm. Et il y a un certain Victor Wembanyama, ils l'ont mis 6 ou 7. Et moi, je vais parler de Victor Wembanyama. La pré-saison de Victor Wembanyama et des Spurs en général, que des victoires. Alors, on sait que ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais quand même, 5 matchs, 5 victoires, meilleur bilan de la pré-saison. Pas une équipe qui a. Parce que même le Magic a gagné 4 matchs, mais du coup, les Spurs en ont gagné 5. Ouais. Victor Wembanyama, j'ai pas ses stats sous les yeux, mais il a été excellent. Il a été excellent. Et ce que j'ai trouvé intéressant, alors peut-être que les Spurs, justement, ont gagné autant de matchs parce que Victor me semblait déjà en mode saison régulière et pas en mode on y va mollo. Lui, il jouait vraiment. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, il y avait moins de 3 points. Moi, ça me gêne pas quand il tire beaucoup à 3 points, je l'ai déjà dit. Au final, il met ses shoots, il a une très bonne mécanique de tir, il met ses tirs. Donc, s'il prend la moitié de ses tirs derrière l'arc, ça me gêne pas du tout. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir. Il a bossé sur son jeu au poste et il a bossé sur sa puissance. Et finalement, on l'a vu être dominant physiquement, être dominant dessous, être dominant à mi-distance. Euh, L'arsenal me semble complet. Là, il aura plus de minutes en saison régulière, donc il prendra plus de tirs à 3 points. On est sur un Victor Wembanyama qui peut être tout près des 30 points par match. Le rythme dans lequel arrive Victor Wembanyama pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis des mois, c'est très encourageant. Et je rajoute, pardon, Shai, je fais un peu plus long, Mhm. je rajoute que Dylan Harper a été très intéressant pour Ouais. quelqu'un qui revenait à peine de blessure, qui n'a pas fait le camp d'entraînement. Euh, Stephen Castle m'a semblé lui aussi plein de jus. Bref, alors il faudra voir comment ça se passe avec Fox, etc., avec Vassell, mais cette équipe des Spurs est vraiment en forme. Ce qui est bien pour Victor, c'est qu'on a vu, en tout cas par bribes, parce que c'est de la pré-saison, mais on a vu les effets un peu du travail qui a été fait pendant l'été sur le renforcement physique, sur le travail sur le footwork avec Hakeem Olajuwon, sur des séquences. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il va tout le temps jouer de cette manière-là, mais tu as raison, il use un peu plus de son physique. Il a l'air d'être en vraiment très très bonne forme. Il faut rappeler qu'il n'a pas joué pendant toute la deuxième partie de saison dernière. Il joue quoi, une quarantaine de matchs avant qu'il y ait la thrombose. Donc pour quelqu'un qui manquait forcément de rythme, il y a des petits bémols, évidemment, le nombre de pertes de balles, tout ça, parce qu'il a beaucoup eu le ballon en main, il a essayé des choses. Il y a beaucoup de pertes de balles, mais il y a aussi effectivement une recherche de nouveaux aspects, différents aspects, le physique, le footwork un peu plus utilisé aussi. Je trouve que ça, c'est effectivement très très prometteur et les Spurs sont attendus et Victor est attendu, donc c'est une bonne nouvelle. A priori, s'il est dans ces dispositions-là pour commencer la saison, c'est très bien.
J'ai les stats finalement des joueurs, je Ouais. les ai trouvés. Donc là, j'ai les bonnes stats en plus. Victor, en 5 matchs, 17 points par match en seulement 20 minutes de Mmh. temps de jeu. 66% au tir. Évidemment, les défenses vont être plus agressives dès le début de la saison régulière, mais 66% au tir, 50% à 3 points. Seulement 2 tentatives à 3 points par match. Ouais. Sur ces 9 tirs par match, il prenait que 2-3 points. Là, on est sur une proportion différente de la saison dernière. 88% au lancer, quasiment 9 rebonds en 20 minutes, je le rappelle, 4 passes. Alors après, oui, il y a 4,6 pertes de balles. Pour Dylan Harper, que j'ai mentionné, il y avait Stephen Castle, 15 points par match en pré-saison, et Dylan Harper, en seulement 20 minutes, quasiment 9 points, sachant qu'il s'est troué en réalité sur un match. Donc il y a un match qui fait baisser sa moyenne. 46% au tir, encourageant, en 8 tirs. Pareil, il sera peut-être pas aussi adroit quand la saison va commencer. 40% à 3 points. Le petit X, c'est le 40% lancé franc, ça c'est terrible, c'est catastrophique. Et quasiment 5 passes avec plus 9 de différentiel. Donc on a quand même 3 jeunes joueurs très intéressants du côté de San Antonio. Devin Vassell a aussi joué un petit peu, il avait été maladroit à 3 points. Devin Vassell, il termine la pré-saison à 12 points, mais 18% à 3 points. Voilà. Mais il y a ce noyau dur très intéressant du côté de San Antonio. Ouais, moi, le match que j'ai vu d'Harper, vraiment celui que j'ai pu bien voir, je l'ai trouvé vraiment intéressant aussi. On en a déjà parlé, moi je demandais à voir, c'est pas forcément le joueur que je préférais en deuxième position sur un board de la draft, mais le talent est effectivement très très important, il n'y a pas de souci. Là, c'est vrai que le match, je crois que c'était celui contre les Pacers que j'ai vu, si je dis pas de bêtises. Ouais, je l'ai trouvé vraiment bien, il a l'air très à l'aise physiquement, déjà un peu assez mature, et si ce noyau-là des Spurs est performant rapidement, les attentes, sera peut-être moins compliqué de répondre aux attentes. Mais je répète qu'elles sont là et que ça va pas être si simple que ça. Voilà, Victor est annoncé partout peut-être candidat MVP. Il y a un rookie de l'année en titre, un qui va peut-être essayer de l'être. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que les Spurs vont être attendus. Et bon, c'est bien pour la confiance qu'ils aient commencé comme ça. Et d'ailleurs, je cite un autre jeune, un autre rookie, Carter Bryant aussi, qui s'est illustré à chaque fois qu'il en a eu l'occasion avec San Antonio. Alors lui, l'adresse va être un problème, il va falloir qu'il mette des shoots, mais La défense, défensivement, ouais, c'est le ça. potentiel défensif, il est assez extraordinaire. Ouais. Va falloir qu'il contribue, enfin qu'il mette des points, enfin qu'il mette des tirs pour vraiment avoir constamment des minutes, mais c'est sûr, il aura des minutes. Le potentiel défensif, tu as tout à fait raison. Et je te rejoins sur les Spurs quand même. Faut pas aller trop vite en besogne. C'est une équipe qui est attendue. Euh, mais des fois, j'entends certains discours, notamment en France, j'ai vu certaines choses où quand je lis ou quand j'entends que les playoffs, ça doit être que c'est genre, que c'est déjà que c'est acquis et qu'il faut même commencer à gagner une série de playoffs. Non. Les playoffs à l'Ouest, pour moi, ne sont même pas acquis. Je sais pas, genre, il faudra peut-être passer par le play-in pour Moi, c'est accrocher les déjà, playoffs. c'est déjà le play-in, ce serait, enfin, je veux dire, il y aurait une progression déjà. Il y a des équipes qui vont Exactement. très vite et qui arrivent à sauter des étapes, un peu, qui passent d'équipes quasiment en train de tanker jusqu'au playoff, mais c'est quand même, bon, c'est plutôt à l'Est en général. Et là, les Spurs, pour moi, s'ils sont top 10 déjà, c'est une vraie progression. Et s'ils arrivent à faire quelque chose au play-in, là, ça va dans la bonne direction. Je serais déçu qu'ils aillent pas au play-in, mais Ouais. mais Ah je oui, trouve pas que c'est obligatoire qu'ils soient en playoff dès cette année. Tu vois. Je pense par contre ne pas atteindre le play-in serait considéré comme un Oui. échec, Ah, et totalement. je dirais même presque effectivement ne pas se qualifier pour les playoffs pour Victor Wembanyama, pour les Spurs, serait presque un échec. Ça dépend vraiment de comment se passe la saison, mais oublions pas que c'est une équipe qui a investi 3 tours de draft pour faire venir des Aaron Fox. Aaron Fox, ouais. C'est une équipe qui a Victor Wembanyama qui a beaucoup d'ambition. L'étape logique, c'est quand même de faire les playoffs, mais je veux dire, rejoindre tout de suite le top 6, pour moi, c'est pas si surprenant si les Spurs sont pas dans le top Mhm. 6 directement. Effectivement, après au play-in, ça dépend un peu de comment tu es éliminé, comment se passe ta saison, etc. Mais il faut qu'il y ait une progression. Et l'an dernier, les Spurs étaient pas loin du play-in, donc tu as raison, faut quand même passer un cap. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans cette pré-saison? Ouais, J'ai des- je trouvais le Magic et les Rockets bien. En gros, si je me concentre sur deux équipes qui sont aussi attendues, le Magic, il y a l'interrogation après la blessure de Van Vliet. On a vu ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire un peu plus de Şengün, de Thompson pour initier les Mm. attaques. Du Reed Shepard, plutôt intéressant après une première saison compliquée en NBA. Voilà, les Rockets gagnent les matchs en plus, donc je trouvais que leur pré-saison a été bien de ce côté-là. Le Magic aussi parce que les matchs ont été gagnés, hein, et puis que on a vu la nouvelle mise en place avec Bane, avec Tyus Jones, Banchero, Wagner, ça se met en place. Voilà, c'est deux équipes que j'ai bien aimées. Et les victoires veulent pas forcément dire grand-chose, hein, mais je
pense que Miami, par exemple, aurait préféré ne pas faire un 0-5. J'allais y venir. Ça, ouais. Vas-y, hein, si tu veux. Bah non, j'allais dire Miami, c'est catastrophique en fait. C'était la seule équipe NBA qui n'a pas gagné un seul match de pré-saison. C'est 5 matchs, 5 défaites. Bon, après, voilà, c'est de la pré-saison par définition, mais ça tend à montrer un petit peu où en est ton équipe. Très jeune. Après, voilà, le Heat a joué sans Tyler Hero. Mais et c'est marrant. D'un côté, tu as le Heat qui a été cata collectivement, et d'un côté, tu as Kelly Ware On a vu Kelly Ware, qui a fait des doubles-doubles à chaque match quasiment. Des fois des 20-10, qui est prêt, même quand il y avait Bam Adebayo autour de lui. Donc Kelly Ware qui a l'air prêt, mais oui, Miami, c'était un peu inquiétant. Et après, peut-être Ace Bailey quand même. Tu parlais de qui t'aurais pas mis Dylan Harper en 2 dans ton board. Moi, je mettais pas Ace Bailey. Je mettais pas Ace Bailey non plus. C'est ce que j'allais te dire. J'ai l'impression quand même que, bon, moi j'aurais mis Harper en 2 et en 3, quand je vois ce que Bailey fait, je me dis que c'est peut-être lui qui aurait dû être dans la discussion pour peut-être être en 2. C'est qu'Ace Bailey a tout de suite montré qu'il y avait effectivement du potentiel de star chez lui. Ces 2 sorties de pré-saison avant qu'il se blesse étaient quand même vraiment super intéressantes dans la création pour lui-même, dans le scoring. Ace Bailey a montré sa taille, son punch athlétique. On est sur un joueur qui est potentiellement une star. Oui, de toute façon, le jeu offensif, on a pu voir hein, que c'était déjà très 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 bon, très très prometteur. Après, faudra voir comment il s'adapte vraiment Utah. Il y a les genoux grincent déjà un petit peu. Hein, il y a des tendinites des 2 côtés. Alors ça veut rien dire. C'est peut-être il va être soigné. Il n'y a pas une énorme pression encore, mais oui. Factuellement, ce qu'on a vu sur les 2 matchs, c'était très bon. Surtout le premier. Parce qu'après, il y en a un, celui sur lequel il a des douleurs au genou, il joue aux 10 minutes, donc c'était moins pertinent. Mais il y a 2 matchs, il fait 2 très bons matchs. Il fait 2 très bons matchs, et le troisième, il joue que 10 minutes, malheureusement. C'est ça qui est un peu dommage, mais sinon, il a fait 2 très bons matchs. Mais offensivement, il y a le star, oui, bien sûr qu'il y a le côté star, il fait la taille, la technique, il sait faire tellement de choses. Donc à voir en saison avec le Jazz ce que ça donne, mais c'était intéressant. Quand je dis que je l'aurais pas mis en 2, c'est parce que on en a parlé plein de fois sur le talent. Harper, Bailey, c'est très bon. Moi, c'est juste que j'avais un crush sur Edgecombe qu'on a vu un peu aussi avec les Sixers. Qui a fait un très bon dernier match. Ouais, qui a fait un très bon dernier match, qui a été pas mal dans une équipe qui est un peu, on sait pas encore exactement comment la jauger. Embiid revient, c'est pas simple, mais bon, ça se vaut. Ces jeunes-là ont été bons, je trouve, sur la pré-saison. Ils ont montré des choses. En tout cas. Ouais, c'est clair. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec les prolongations de contrat. Kevin Durant, notamment, d'abord. 90 millions sur 2 ans aux Rockets. Et Kevin Durant, ça c'est une stat intéressante, devient le joueur qui en NBA a touché le plus d'argent via des contrats, encore plus que LeBron James, parce que en cumulé sur sa carrière, il est à 598 millions. LeBron est à 583. Alors évidemment, c'est lié aussi au fait qu'il est arrivé après LeBron James, et donc tu as certaines extensions qui sont tout de suite, l'argent les salaires ne font que monter, hein, comme l'inflation, comme les revenus aussi de la NBA. Donc Kevin Durant a pris plus d'argent en contrat, et donc 90 millions, il pouvait prendre 120. Il prend 30 millions de moins que le maximum. Il prend 10 millions moins que Jimmy Butler, qui a signé l'an dernier, qui avait prolongé dans des conditions un peu similaires avec les Warriors. 90 millions sur 2 ans. Il prendra quand même 45 millions l'année à 39 ans. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Le terme de sacrifice qui a été sorti a été... forcément, il faut le nuancer. Et d'ailleurs, il a été un peu taquiné sur les réseaux là-dessus. Et il a répondu, je sais plus quel journaliste a dit, oui, bon, c'est relatif, c'est par rapport à ce que... Comme ce que tu disais toi, hein, tu disais 45 millions à 39 ans. Alors il y a une player option aussi, il y a une player option pour KD. La prolongation elle a du sens, il laisse de la marge de manœuvre aux Rockets pour continuer de construire l'effectif. Quand dans les partenaires de trade qui avaient été évoqués au moment où on savait qu'il allait partir, il a clairement visé Houston, donc je trouve ça bien qu'il n'ait pas cherché absolument à prendre totalement le max, mais c'est vrai que ça reste en fonction de ce qu'il arrivera encore à apporter cette saison et sur la suivante. S'il est encore là, ça reste des grosses sommes. Mais on en a parlé ensemble. Il y a un petit scénario underground avec un KD de niveau MVP qui est pas exclure non plus. Donc, je pense qu'on pourra juger de la pertinence de la prolongation et des montants en cours de saison et à la fin surtout. Mais c'est bien. Il a l'air très impliqué dans le projet. Il a l'air très content d'être là, comme il l'était à Phoenix en arrivant, cela dit. Mais ouais, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus sur cette saison parce que
Là aussi, on a déjà parlé, mais ce qui va rester de cette fin de carrière, tu vois, ce qui va se passer à Houston, ça peut changer tellement de choses sur l'image qu'on a de KD que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Je suis très optimiste sur beaucoup d'aspects. Je pense que quelque part, c'est le spot qu'il lui faut parce que on a vu que Kidi, il aime transmettre. Il aime être mentor des jeunes. Il y a des stars qui aiment pas ça, tu vois. Il y a des superstars, ils embrassent jamais vraiment ce rôle. Lui, il aime ça. Il aime ça, il l'a dit, il l'a montré, il est dans la communication avec les jeunes. Ici, il a des jeunes. En même temps, il peut être le hooper, le mec qui joue. C'est pas une franchise qui est surmédiatisée où tu dois absolument être un visage absolu d'une équipe. Donc, il est le franchise player, mais pas vraiment non plus. Il y a potentiellement Alperen Şengün qui peut un moment passer devant lui, même si pareil, Şengün c'est pas un espèce de visage marketing, Şengün, mais de toute façon, c'est pas une franchise très, très marketisée. Alors, en Chine, si, elle l'a été avec Tracy McGrady et avec Yao Ming, mais voilà, il va pouvoir être dans son rôle de je joue au basket, je suis un très bon joueur, je joue dans une très bonne équipe, c'est compétitif et en même temps je transmets aux jeunes, je pense que ça va lui coller parfaitement. Je pense effectivement qu'il est content d'être là. Cette prolongation, elle n'est pas surprenante et en même temps c'est plutôt cool pour les Rockets qui laissent 30 millions sur la table. Ça te donne, en fait là maintenant, on a la fenêtre, on connaît la fenêtre, c'est sur 3 ans. Il y a cette saison, il y a les 2 suivantes. C'est 3 ans dans lesquels les Rockets vont essayer d'être champions NBA. Est-ce qu'ils y arriveront avec Kevin Durant? Je ne sais pas. Je suis assez optimiste sur même quand il aura 39 ans, je pense qu'il sera intéressant de toute façon. Et l'idée, c'est que Şengün, il lui passe devant de toute façon. Peut-être pas cette saison, peut-être que ça se fera la saison prochaine, peut-être que ça se fera en cours de saison, mais on l'actera vraiment l'an prochain. Mais voilà, Kevin Durant avec son tir, avec sa taille, il va être performant, même encore dans 2 ans. Je pense qu'il sera bon. Il faudra, pour que les Rockets soient encore candidat au titre, il faudra que Şengün et Amen Thompson aient passé des grands caps, mais lui, il sera encore bon. Il y a la fenêtre, on la connaît, c'est 3 ans, à voir ce que Houston fait dans ces 3 ans. En prenant moins, ils auront un peu plus de marge pour aller changer des choses. Ils ont des assets. Hein. Jabari Smith, il a une marge de progression, il peut être échangé si besoin. Tari Eason, il a une marge de progression, il peut être échangé si besoin. Rich Shepard, il a une marge de progression, il peut être échangé si besoin. Il y a énormément d'atouts. Il y a des pics. Ils ont des pics encore des Suns. Si je dis pas de bêtises, ils doivent avoir des pics. Enfin, ils ont des pics de certaines équipes. Voilà, il y a ce qu'il faut. À eux de voir maintenant sur ces 3 ans. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Tu es optimiste aussi, hein, vraiment, là, pour cette saison. Je sais que ça a été un coup. La blessure de Van Vliet a été un coup assez dur, mais avec ce coach-là, avec l'effectif qui est là et ce qu'on a vu d'Amen Thompson, par exemple, l'année dernière, Şengün, qui monte vraiment en puissance, on l'a vu à l'Eurobasket, c'est un autre type de basket, mais même en NBA, il avait déjà commencé à vraiment hausser le ton. Un KD qui a un rôle qui est un peu, même si effectivement on a vu dans les précédentes équipes qu'il avait des bonnes relations avec les jeunes joueurs, ça va être quand même un positionnement nouveau pour lui. Je trouve aussi que tout semble bien s'aligner, à part cette blessure de Van Vliet, mais il me semble capable de réussir à surmonter ça, je pense. Donc les Rockets. Et alors même si c'est moins médiatisé, je pense qu'il y a quand même de la pression parce que Oui, KD, il y a de l'attention médiatique, les gens ont besoin de se faire cet avis définitif à un moment. Où le classer? Est-ce qu'il n'y a pas des regrets à la fin de sa carrière? Est-ce que c'est l'un des plus grands, dans le deuxième tiers? Enfin, il y a plein de choses autour de lui qui sont intéressantes et même lui, c'est un très beau challenge pour lui, je trouve. C'est sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une structure qui fait que tu seras la franchise va prendre la parole, va pouvoir. Tu seras pas livré à toi-même comme ça a pu être le cas un peu à Phoenix où ça devenait vraiment le grand bordel. Allez, 2 autres extensions. On peut accélérer un peu. 2 autres extensions, mais quand même elles sont intéressantes. C'est du côté des Blazers. 90 millions sur 4 ans pour Shaedon Sharpe. 82 millions, quasiment le même salaire que Shaedon Sharpe pour Toumani Camara. De beaucoup des Blazers. Je vais d'abord te laisser te donner ton avis sur ces 2 extensions de Portland. Ouais, bah moi, tu sais à quel point j'aime Toumani Camara, j'adore ce qu'il fait depuis qu'il est à Portland. J'aime l'histoire aussi, la trajectoire un peu, parce que personne s'attendait à ce que, presque à ce ce soit un bon contributeur en NBA. Alors en Belgique, il y a eu très peu de talents qui ont réussi à percer en NBA. Enfin, c'est pas un pays qui donne beaucoup de talents en NBA et le voir comme ça et devenir rapidement, pour moi, déjà l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. Il a été d'ailleurs dans le 2e meilleur 5 défensif, je crois, le 1er ou 2e meilleur 5. Il est bon et il commence à montrer des choses aussi en attaque. Il est pas unidimensionnel, il est capable de sanctionner aussi et il n'a pas fini de progresser. Il a que 25 ans, donc à la fois c'est un joueur déjà mûr, mais qui peut encore progresser, je pense, avec la répétition des matchs, le niveau qui va augmenter si Portland arrive à faire mieux que la saison dernière,
ce que je pense crédible. Je suis super content. Moi, quand je vois des histoires comme ça, des deuxième tours, 50e et quelques pics, je trouve toujours ça réjouissant quand c'est des joueurs que j'aime bien. Et Sharp, alors l'année dernière, il a pu jouer, contrairement à la précédente où il était blessé. Il y a toujours des belles promesses. C'est très athlétique, très impressionnant visuellement. Maintenant, voilà, je veux le voir la constance et que ça accompagne des résultats collectifs, tu vois. Donc, toi, je sais que tu aimes bien Sharp. Moi, je demande encore à voir. Ça me semble logique, la prolongation, c'est logique par rapport à leur effectif et à leur projet, mais pour me faire un avis vraiment définitif sur lui, j'ai besoin d'en voir encore plus. J'aime bien Sharp depuis le début, mais par contre, j'ai toujours eu certaines réserves, un peu comme Simons à une époque, où très vite, certains fans des Blazers étaient à fond là-dedans et moi, j'étais là: je suis pas sûr. Genre, j'aime bien, mais je suis pas sûr que ce soit un All-Star. Un peu pareil pour Sharp, je suis pas sûr que ce soit un All-Star. Par contre, la prolongation, comme tu as dit, elle est logique. D'abord, Camara, 11 points, plus de 11 points, plus de 5 rebonds, plus de 45% au tir. Effectivement, dans le deuxième meilleur 5 défensif, on est sur un joueur qui a progressé. Son salaire, c'est le pari que Camara sera pendant 5 ans un vrai two-way player que tu veux avoir titulaire dans une équipe de qualité. Et ben moi j'y crois. En fait, le 82, si tu regardes par rapport au 90 de Sharp, tu peux être un peu surpris, mais c'est parce que pour moi, les Blazers, le 90 de Sharp, c'est presque une affaire si jamais Sharp se développe. Donc Camara, 82 millions sur 4 ans, ça fait 21 millions la saison. Pour moi, c'est good. C'est le prix que tu payes pour les bons role-players, les très bons role-players. Et Camara, il peut peut-être aspirer à être un très bon role-player. C'est un joueur qui va être titulaire à Portland, qui est très intéressant. C'est pas l'un des 5 meilleurs joueurs de Portland, Camara. Il y a des joueurs plus forts que lui dans l'équipe, il y en a plusieurs. Par contre, tu mets pas forcément toujours tes meilleurs joueurs dans le 5 et lui, c'est le parfait complément des autres. Donc, je suis aussi optimiste et très intrigué par la saison de Portland. Moi aussi. J'ai envie de voir la plupart de leurs matchs. C'est de dire, ça fait un changement pareil. par rapport à, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, j'étais très sceptique sur la patte Chauncey Billups. Là, j'aime le groupe, en fait, ce qu'ils ont constitué et la durée sur laquelle ils sont engagés. Tu as Sharp sur 4 ans, Camara sur 4 ans. Klingan sur 3 ans, Scoot Henderson qui lui aussi va être attendu. Klingan et Scoot, ils n'ont pas encore signé leur extension. Non, Eux aussi auront peut-être des extensions encore par la 3 suite. ans. Là, j'aime bien aussi ce qu'on a vu de Hansen Young pendant la pré-saison. Je ne sais pas à quel point il va beaucoup jouer ou pas. Tu as Avdia qui est toujours sur 3 ans de contrat, qui est aussi attendu sur une saison peut-être un peu supérieure en termes de production. Il y a plein de choses je ne sais pas s'ils arriveront à être play-in, play-off, mais ils vont être franchement sympas à regarder, je pense. Tu vois. Ça peut être l'équipe, un peu l'équipe League Pass. Tu vois, on n'a pas fait de classement League Pass, mais l'équipe que je vais voir qui sont en train de jouer, je vais forcément essayer de les regarder. Tu vois. Ouais, ils seront, à mon avis, ils seront plus que corrects. Et sur Sharp, du coup, c'est une victoire de ne pas l'avoir signé à 100 millions déjà, ce qui était quelque chose auquel ils pouvaient prétendre, et les deux parties semblaient s'y diriger, et finalement, ils ont réussi à le garder sous les 100 millions, c'est quand même 10 millions de moins, 90. Le salaire, il peut être élevé si Sharp il passe pas le cap, mais si Sharp il explose comme c'est quand même un vrai potentiel. C'est vrai que moi, All-Star, pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à le voir. Il manque de régularité. Son jeu est encore un peu unidimensionnel. Il manque un peu d'adresse de loin. Ça rejoint surtout la régularité, à la limite, pour le 3 points. Mais il y a un joueur qui a les ingrédients d'une star. Tu le signes dès maintenant. Tu t'évites ce qu'on a vu tu vois, avec Jonathan Kuminga cet été, avec Quentin Grimes, ces trucs de ça dure, dans le même temps, tu peux pas signer de free agent. Là, c'est acté, c'est fait. Sharp, s'il explose pas, ça sera un candidat à un trade pour une star. Les Blazers, on a bien vu, ils ont les pics des Bucks, ils ont Shadon Sharp, ils ont Scoot Anderson, ils ont Donovan Klingan, ils ont éventuellement un joueur comme Jeremy Grant ou Deni Avdia. Ils ont des packages potentiels pour des stars qui vont être très difficiles à battre. Ça va être très difficile de proposer mieux, de dire ok, ton joueur il coûte 50 millions, Yanis il est à 55 millions, regarde, je te donne Jeremy Grant, Shadon Sharp, tes pics, je te rajoute un de mes pics, je te donne si tu veux un autre jeune. Ça va être très dur d'aller battre ces packages-là. Le travail de Joe Cronin depuis quelques années, faut saluer. En tout cas, il donne la flexibilité, il donne aussi la possibilité que ce noyau-là soit bon, grandisse ensemble et devienne performant. Il y a plein de choses. En tout cas, le travail me semble bien fait pour le fait de ne pas aller jusqu'à 100 millions pour Sharp, le fait de signer Camara. Enfin, il y a plein de choses qui sont bien. Est-ce que ça se traduit par quelque chose de bien après? Ça, on va voir, la saison va nous le dire, mais le travail a l'air cohérent, en tout cas.
J'aimais pas trop le trade d'Holiday sur le coup, notamment parce que les Blazers lâchaient un pic, mais Mmh. ce pic-là, il a été enlevé au moment de la visite médicale. Donc finalement, maintenant, Ouais. ils ont lâché Simmons contre Holiday. Alors, Simons, pardon, sera peut-être très bon à Boston et Holiday sera peut-être Donc c'est très peut-être du gagnant-gagnant, va hein. peut-être non, mais Holiday va peut-être décliner très vite. Il lui reste quand même des belles années de contrat, mais bon, ça reste dans l'ensemble la cohérence et ce que Holiday va apporter. Heu, Pas seulement sur le terrain, mais C'est très surtout, je pense, important, dans je le pense. vestiaire, Ouais, exactement. C'est vraiment là le cadre. Là, le mix, tu as des vétérans jeunes, les Avdija, Grant qui est pas encore trop vieux et cetera, même si en tout cas vétéran prime mmh, plutôt que jeune. Vétéran prime, des jeunes prometteurs, Holiday, Lillard en leader. Ah, l'ensemble, ouais, me fait très envie, pour Portland. ouais. Allez, dernière petite chose, puis on boucle ce long CQFR. L'Asvel, on voulait parler quand même de l'Asvel. L'Asvel va se retirer de l'Euroleague, info Bibasket Le Progrès. L'Asvel va se retirer de l'Euroleague l'an prochain pour jouer la Basketball Champions League. On connaîtra une équipe, Shai, de la Basketball Champions League FIBA, l'Asvel. Et pourquoi? C'est évidemment dans le but d'intégrer la NBA Europe en 2027. Donc ça y est, c'est presque acté. L'Asvel vise la NBA Europe. L'Asvel se place pour la NBA Europe. On s'en doutait avec Tony Parker. Il faisait que répéter que c'était un projet qu'il attirait. Ouais, de toute façon, Parker, on savait qu'il y avait les connexions, on savait qu'il voulait se mettre avec les gros marchés, Paris, Rome, Barcelone, voilà. Donc c'est pas étonnant. Alors faut voir, faut espérer pour l'Asvel que le projet va bien et voir le jour et être florissant, on va dire, parce que là ils vont faire quoi, deux saisons Non, en Champions League, une une saison de saison Champions normalement. League, parce Ouais. que là ça doit être lancé dans les 2 ou 3 prochaines années, donc faudrait Ça pas que doit ça être traîne trop. lancé, pour l'instant, Mmh. c'est 2027-2028 et l'Asvel va donc jouer Ouais. 2026-2027 en Basketball Champions League. Ouais. Bon, pour l'instant, pour l'Euroleague, parce qu'il faut aussi surveiller du côté de l'Euroleague, est-ce qu'il y aura une saignée? Est-ce que tous les grands vont partir? Pour l'instant, c'est pas faire offense à l'Asvel. Pour l'instant, c'est que l'Asvel. C'est-à-dire que c'est pas l'une des grosses marques et identités de l'Euroleague, mais ça peut être un premier pas pour les autres, hein. Et je pense que les autres gros marchés surveillent de très près ce qui se fait avec la NBA Europe, hein. Mais pour l'instant, c'est que l'Asvel. En fait, l'Asvel, comme, a besoin de séduire, parce que l'Asvel n'aura certainement pas le tarif du ticket d'entrée. Mmh. Tony Parker, il connaît bien Lyon, c'est un beau marché, c'est une très belle ville de sport, c'est la ville où je suis né, c'est la meilleure ville de France, mais c'est pas Londres, c'est pas Paris. Ouais. Tu peux pas le vendre de la même manière, donc tu es obligé de faire des pas, tu es obligé de montrer à la FIBA: «Regardez, je rejoins votre compétition». La Basketball Champions League, c'est la compétition qui va être juste sous cette NBA Europe et qui va donc donner le ticket pour les 4 membres non permanents. Donc ils n'ont pas de licence. Ouais. Donc l'Asvel, en se plaçant dans cette Basketball Champions League, elle prétend peut-être à l'un de ces 4 spots non permanents en mode comme l'a fait l'Alba Berlin, là où l'Asvel, l'Alba Berlin, pour revenir, eux ont besoin de faire ça. Le Real Madrid, ils n'ont pas besoin. Le Real Madrid, ils peuvent arriver. Le Real Madrid qui est fortement pressenti pour être dans la NBA Europe, tout comme le Ouais. Fenerbahçe, c'est des équipes qui peuvent arriver la veille de la saison, enfin, façon de parler, et dire bon, bah, nous maintenant on est NBA Europe. Tu vois, on va pas passer par la FIBA de Champions League. Tu vois. Le Bayern Munich, sans doute pareil. Donc, c'est un peu la différence. Pour l'instant, le fait que ces clubs ne se positionnent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'y seront pas dans la NBA Europe. Je pense que là, on avait déjà fait je crois que j'avais fait une fois une petite liste pronostique, mais on aura a priori Paris Saint-Germain. À voir s'il y a une association avec Paris Basket ou pas. On s'est dit, je sais Manchester, pas, Manchester City. un truc à Manchester, que ce soit lié à Manchester City ou pas. Alba Berlin, à mon avis, Ouais. a déjà fait le move, eux, un an avant l'Asvel. Asvel, Londres, qui est pour l'instant en Eurocup. Londres, sans doute le Real, sans doute le Barça, le Fener. J'ai déjà dit, je crois, le Bayern Munich. Après, la question, c'est les clubs grecs et les clubs serbes. Comment ça se passe? Ce pas les clubs les plus riches. La NBA Europe voudra les ambiances grecques ou les ambiances serbes. Donc, qui viendra? Pour l'instant, ces équipes ont l'air d'être plutôt fidèles à l'Euroleague. À voir. L'AS Monaco serait dans l'hésitation. L'AS Monaco n'aurait pas encore décidé. Parce que pareil, Monaco, est-ce qu'il faudra passer par la Champions League, par la Champions League? Voilà, on aura un peu plus de nouvelles là-dessus. Juste, il y avait justement un Asvel Monaco et Adam Atamna, prospect français de 17 ans, Ouais. a mis 24 points. Voilà, Très belle perf. Ouais. très belle perf du jeune français qui découvre l'Euroleague, lui, pour le coup, cette saison. Ouais. Donc à voir pour la NBA Europe. On en saura un peu plus. Toutes ces infos-là, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur basketsession.com. Aussi pour ceux qui aiment lire des previews, pas forcément juste entendre des peer reviews.
Il y a des previews. Toutes les équipes ont été passées au crible par Basket Session. Il y en a 2 postés aujourd'hui, il y en a 2 demain. Les 26 autres sont déjà disponibles, c'est sur Basket Session. Et c'est aussi sur Basket Session que vous pouvez retrouver le nouveau MOOC, le MOOC French Touch, qui est toujours disponible, encore en période de prévente jusqu'au 31 octobre. Les frais de port sont offerts en France métropolitaine. C'est donc un MOOC sur tout le basket français, sur cette touche française, sur les légendes du basket français, sur le futur, sur le passé, sur le présent. Donc voilà, c'est sur le shop Basket Session. Et je termine ce tunnel en disant que vous avez été nombreux à nous demander la reprise des podcasts. Et ben, vu que je parle de preview, cet après-midi, preview évidemment sur la saison à venir. Donc restez branchés. Et vous allez même revoir la tête de Théo, parce que je sais que vous le réclamez. Exactement, c'est vrai. On l'a pas envoyé une équipe pour le tenir en otage. Il bossait évidemment sur le MOOC. Il a survécu au bouclage, vous verrez. Exactement. Donc, checkez ça cet après-midi. Pensez à aller sur basketsession.com, à vous abonner évidemment sur la chaîne YouTube, même si c'est vrai, les matchs vont reprendre demain pour ceux qui n'aiment, non, après-demain, pardon, pour ceux qui n'aiment pas être spoilés. Oui, dans les titres, on va pas écrire. Il y aura malheureusement des spoils dans les titres sur les chaînes, sur la chaîne Basket Session. Les podcasts normalement sont postés suffisamment tard quand même, hein. Mais bon, je comprends ceux qui ne veulent pas s'abonner ou ne pas activer la cloche plutôt à cause de ça. Je comprends évidemment tout à fait. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.